Votre programme avec Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Yeux, l'émission où les PDG et les DG se confient sur l'expérience client et collaborateur. Mon invité aujourd'hui est le directeur général et administrateur de Carte Bancaire, Philippe Lodani. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. On est ravis de vous recevoir. La banque, c'est votre métier, c'est votre bébé, on peut dire. Métier de toujours. Vous avez passé 19 ans chez BNP Paribas, très axé retail. Quelles ont été vos différentes missions ? Bien plus de 19 ans. Enfin, c'était dans l'autre siècle avant, ça fait 40 ans de banque en fait. Et donc, quelque part, mes principales missions, elles ont été variées et partant du réseau, par l'inspection générale, le contrôle de gestion, la privatisation. Mais ce qui m'a amené à la relation client et au sujet qu'on va évoquer, c'est très clairement la responsabilité de l'ensemble du programme multicanal mondial de la banque de détail d'une des plus grandes banques françaises, BNP Paribas, qui a commencé en France en 1997, donc on est dans l'autre siècle, pour s'achever en fait, pour mon expérience personnelle, aux alentours des années 2014-2015. Donc vous voyez le parcours 97-2015 sur un modèle de distribution de la banque, un modèle de service. Maintenant, vous êtes directeur général et administrateur de Carte Bancaire. Un groupement d'intérêt économique qui a été créé en 1984, au départ pour développer le paiement par carte, puis par mobile, comme on fait tous aujourd'hui, en y intégrant bien évidemment les dernières évolutions technologiques sécuritaires pour les rendre plus ergonomiques, performants, sécurisés. Alors déjà, moi, comme beaucoup de clients, je ne savais pas que c'était une entité, Carte Bancaire. Aujourd'hui, quels sont les objectifs de ce GIE ? Alors, GIE a été créé pas par les banques, il a été créé par l'État. Ok. Qui avait à l'époque une planification, un plan, et c'était Pierre Bérégovoy, Premier ministre, qui a fait créer ce GIE en 1984. On a fêté les 40 ans l'année dernière. 10 ans avant, c'est-à-dire il y a 50 ans, des ingénieurs avaient créé la carte à puce, des ingénieurs français, qui ont développé une industrie française de la technologie de la carte à puce et de la carte à microprocesseur, que les Américains ont mis une vingtaine d'années à adopter. Nous avions cet avantage et la planification de l'État, sous l'impulsion de Pierre Bérégovoy, Premier ministre, a dit aux banquiers, ça suffit, cette innovation industrielle, maintenant, il faut l'intégrer territorialement, qu'elle profite à tous les Français, qu'elle profite à la filière industrielle et sont nés des champions mondiaux de la monétique, c'est-à-dire les Ingenico, les Oberture, les Gemalto, les Worldline, toute cette industrie. Et il a obligé les banques à se rassembler dans un GIE. Pourquoi ? Parce que la moitié des banques, les mutualistes, étaient avec un ami américain qui s'appelle Mastercard, les banques vertes, et les banques bleues étaient les banques nationalisées en 84, BNP, Société Générale, qui étaient nationalisées, qui étaient avec Visa. Et donc, il a dit, vous créez le GIE CB, carte bancaire, et le logo de CB, jusqu'à l'année dernière, était bleu et vert. Exact. C'était l'alliance des bleus et des verts obligée sur le territoire français par l'État français, qui faisait qu'on rajoutait sur une carte, soit une carte bleue, soit une carte verte, le logo CB. C'est qu'aujourd'hui, les paiements, c'est vital pour la France. C'est vital. C'est une fonction vitale comme l'agriculture, comme l'énergie ou comme la défense. Et donc, on a un actif vraiment à disposition. CB, aujourd'hui, c'est 2/3 des dépenses des ménages français tous les jours. C'est 680 milliards d'euros par an qui passent et 15 milliards de transactions. Pendant le Covid, ça a permis, c'est jamais sans contact. Aujourd'hui, la moitié des transactions sont sans contact. Donc on a passé le Covid sans problème en France grâce à CB, parce qu'en 6 semaines, personne ne le sait, mais c'est l'écosystème CB qui ne sont pas que des banques, c'est les industriels, c'est les distributeurs et les commerçants. C'est-à-dire que c'est un vrai écosystème des paiements français, souverain. Et donc c'est là le mot magique d'aujourd'hui, c'est que tout le monde est en train de découvrir que cet actif des paiements français, il est historique technologique, il est interbancaire, il est écosystème industriel et commerçant, et qu'aujourd'hui, il peut nous protéger sur des attaques
encrimer Donc j'ai bien compris que c'est préserver cette souveraineté et prolonger avec les technologies qui arrivent au fur et à mesure. Vous êtes combien d'employés aujourd'hui chez CB? Alors, aujourd'hui, c'est que des experts, CB, puis c'est un GIE, donc on rassemble je dirige 200 personnes, en fait. Plus on a l'usine, c'est-à-dire que le scheme, CB, ça s'appelle un scheme, c'est ce qui définit les règles et qui gère la fraude pour la Banque de France. Voilà, on a un système de protection du citoyen et de la territorialité, des règles d'intégration des différents services sur la France. Derrière, il y a une grosse usine de paiement qui s'appelle l'Asted, dont CB est le premier actionnaire, donc qui a 400 personnes, donc ça fait 600 au total. Et il y a toutes les banques et tous les acteurs du paiement qui sont dans le GIE. J'ai même recruté, nous avons même recruté dernièrement JP Morgan Chase. Pourquoi? Parce que CB sur le territoire français, par rapport à des visas ou des masters, c'est 10 fois moins cher, 3 fois moins fraudé et complètement conforme au RGPD, à toute la protection des données. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, CB n'est plus bleu et vert. J'ai fait rompre avec l'histoire des verts et des bleus, et nous sommes bleu, blanc, rouge au centre. Qui sont vos clients aujourd'hui, finalement? Alors, mes clients, ils sont très nombreux. Ils sont 77 millions de cartes CB, à la fois vous, moi, mais pas que pour les cartes de paiement, mais aussi les titres restaurants chez CB. Ils sont bien sûr tous les industriels et les commerçants, qui doivent déployer les petites machines pour les industriels et les commerçants, voilà. Et ils sont surtout les membres CB, puisque les membres, c'est ceux qui font vivre le GIE, et les membres, c'est donc 105 membres aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec toutes les banques françaises, mais aussi des grandes banques françaises, mais aussi des acteurs étrangers et des acteurs industriels qui se sont intermédiaires entre les banques et les commerçants. On peut penser à Worldline, Adyen, Stripe, voilà, et JP Morgan que je citais. Alors avec cette multitude de clients et de profils très différents, quel type de canaux vous utilisez pour échanger avec eux? Ce qui est le plus anecdotique ou intéressant, c'est que en fait, je suis passé d'une entreprise de 200 000 personnes, où on intégrait en pyramidal top-down un modèle dans 15 ou 20 pays, à un système où là, c'est un GIE, donc il faut faire avancer toutes les brebis ensemble. Sauf qu'un GIE, ce n'est pas un troupeau de brebis, c'est un troupeau de chats. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver au consensus. Et pour arriver au consensus, les méthodes de distance, les Teams, c'est pas suffisant. Il faut se connaître, il faut du contact quotidien. Et donc, c'est un jeu subtil de relations membres, qui n'est pas la relation client finale. Pour établir la confiance, quid avec les industriels, quid avec les commerçants, quid entre les banques, qui chacune sont des chats. C'est-à-dire que le GIE, il respecte la concurrence. Chaque membre est libre de ses choix. Les réclamations clients, par exemple, chez les commerçants, on va prendre, ou les entreprises? Elles ne sont pas traitées par le GIE. Chaque membre doit traiter ses réclamations. Par contre, des milliers de réquisitions judiciaires sont traitées par le GIE. Ce que l'on ne dit pas dans les journaux, c'est que après les affaires d'attentats terroristes, les terroristes à la Clio, on les a arrêtés parce que CB, on sauve des vies chez CB sur du lait contaminé. Si on me demande, si l'État demande de lever le secret, je sais réconcilier un ticket de caisse. Une dame qui a acheté un pot de lait pour son enfant au Leclerc de Plein-Boeuf ou autre. Derrière, je sais le retrouver et on va chercher la boîte et on sauve l'enfant. C'est des choses qui ne se voient pas, mais voilà, ça on sait faire. Dernière chose sur la fraude. Vous disiez les outillages et tout, on développe beaucoup d'outils. On a 20 ans, j'ai dit 3 fois moins fraudé que nos amis américains, parce qu'on est en proximité et qu'on a intégré de l'intelligence artificielle sur l'ensemble de nos systèmes, et qu'aujourd'hui, pareil, en industrie intelligence artificielle, on a ce qu'il nous faut. Et on a toute la masse de données, parce que le GIE, carte bancaire, comme j'ai tous les acteurs, en termes de volume, je vous ai parlé de 680 milliards d'euros traités. Pour vous donner une indication, tout le monde connaît Diners Club, 530 millions de cartes dans le monde, Diners. CB, c'est 77 millions de cartes en France. Sauf qu'en valeur, Diners fait 530 millions de dollars et moi, je fais 680 millions d'euros. Au niveau des salariés, ça se traduit comment, le fait d'être centré client chez carte bancaire? Au niveau des salariés, c'est quoi la doctrine, une vraie transformation, c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a mis chez CB. Chez Carte Bancaire, en 2016, quand je suis arrivé, j'étais un intrus. Parce que je venais d'un système qui s'appelait la relation client, alors qu'ils étaient totalement produits, la carte. Je venais du digital, puisque j'avais géré tous les développements Internet, vocal, centre relation client de BNP Paribas. Donc, je venais d'un univers qu'ils ne connaissaient pas, puisque la carte, c'était un silo produit d'experts, mais de vrais experts.
On a les meilleurs experts. Aujourd'hui, on est sur le quantique, on est sur la crypto. Enfin, on a des vrais experts issus de l'histoire que j'ai racontée sur les industriels. Et donc, quand je suis arrivé, je suis tombé au milieu d'experts d'un produit, la carte. Et donc il fallait à la fois cultiver cette expertise, mais l'enjeu, c'était de les ouvrir rapidement au digital, rapidement au fait que la France bleu, blanc, rouge, c'est bien, mais qu'elle devra travailler de plus en plus avec l'Europe, les wallets, tout ça. Voilà. Il y a l'évolution de la carte dans le wallet, l'évolution de la carte en Europe. Voilà. Aujourd'hui, 48% de nos paiements sont faits par la carte en France, 43% par le fiduciaire, 4% seulement sur le mobile. Ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé en 2016, tout le monde croyait que ça ne serait que du mobile en 2020. Pas du tout. Le mobile et le digital, c'est entre 2030 et 2040. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est la carte. Et donc, c'est faire accepter à ces experts de continuer le boulot de sécurité, d'expertise sur la carte, mais d'accepter, comme on l'avait fait sur la relation client de multicanal, c'était ça. OK, il y a les agences, mais à côté, attention, il y a l'Internet, et puis comme les commerçants ont eu le commerce et le e-commerce. Et là, c'est de leur faire accepter cette transformation. Donc en interne, ça a été vraiment de staffer des nouveaux profils sur le mobile et le digital, pour que la carte continue à vivre, mais se dématérialise dans nos paiements mobiles, en mobilité. Ça a été de faire venir des experts du marketing, parce que le marketing, ils ne connaissaient pas. Et ces experts de marketing, je les ai transformés en marketing produit versus marketing membre versus marketing écosystème. Écosystème, c'est les commerçants, les industriels, ne pas s'adresser qu'aux membres. Puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de faire vivre notre écosystème. Donc, j'ai embauché une équipe de business développeurs qui n'avait pas, grâce à l'accord des membres, parce que j'ai eu des budgets en plus pour faire ça. Et enfin, la dernière chose, ça a été le faire savoir, faire comprendre et faire respecter la communication autour de CB. Parce que tous les gens qu'on prend dans la rue en France, on leur demande qu'est-ce qu'est CB, ils savent, mais ils ne savent pas ce que ça... Et pourquoi ? Parce que depuis 30 ans, on s'était interdit de parler de CB. Donc c'est ça, d'être centré faire client savoir chez CB, important. Au niveau des salariés, c'est ce que... Leur faire comprendre qu'il y avait une nouvelle stratégie, et que cette stratégie n'était pas juste faire des comités de direction d'experts cartes, juste pour les membres, pour l'évolution de la carte. C'était de les ouvrir au digital, de les ouvrir au business développement, et de les ouvrir au faire savoir. D'accord. Et c'est compliqué de faire passer un expert à ce que j'appellerais l'expression et la relation membre qui devient relation client. Ouais, c'est une évolution chez lui qui n'est pas toujours évidente. Alors, dans votre activité quotidienne, finalement, vous, personnellement, c'est quoi vos actes pour être à l'écoute de vos clients ? Moi, pour être à l'écoute de mes clients, c'est clairement sentir les tendances de transformation et la vitesse de transformation des modèles, ce que j'avais fait pour la relation client à la BNP, là c'est pareil. Respecter le fait que la carte est encore majoritaire et qu'elle est passée juste devant les espèces satanées, mais savoir que dans 10 ans, ça sera le mobile et les wallets. Donc c'est faire la bonne mayonnaise pour faire avancer les choses au rythme, où, pas être trop tôt. Trop tôt, c'est catastrophique, et trop tard, c'est trop tard. D'accord. Premier élément, donc faire comprendre la courbe de transformation. Ça, c'est pas simple. Parce que, surtout quand on a des experts en face de nous, parce que dès qu'un expert, vous le faites rentrer sur des sujets techniques, il passe directement à la cible, il va sur Mars directement. Et donc, c'est la courbe de transformation. Deuxièmement, la faire accepter, cette courbe de transformation, en mixant les compétences, en disant les jeunes qui arrivent, ils sont là pour faire évoluer le modèle, mais en le respectant. Bien sûr. Et il ne faut pas que les... Et dernière chose, il faut que j'arrive à faire comme mon troupeau de chats, là, comme je disais en rigolant, et que je respecte ma meute de chats, je puisse l'élargir et que mes chats anciens acceptent les chats nouveaux, l'arrivée de JP. Un GIE, si des candidats au GIE se présentent et qui garantissent toutes les conditions du statut du GIE, je ne peux que les accepter. D'accord. Vous savez que ce n'est pas évident aujourd'hui d'accepter un JP Morgan, première banque mondiale, à côté de banques françaises qui disent « mais moi je suis là depuis 40 ans », et les Américains. Et puis d'accepter des gens comme Stripe, Adyen ou Worldline, des industriels. Les gars disent, les banquiers disent « mais ils nous piquent notre travail », mais ils disent « non mais ils respectent les conditions ». Par contre, ils apportent du flux. Bien sûr. Donc c'est ce travail de conviction, d'argumentation et de consensus
Alors, le consensus, il est entre... Alors, il y a deux mots magiques au GIE. J'avais commencé dans un GIE fruits et légumes dans ma carrière, en fait, bien avant la banque. Je suis ingénieur agronome, donc c'était pareil. Je retrouve comme des coopératives. Les modèles coopératifs, c'est très intéressant, ils reviennent. Hein. Et donc, Airbus, c'est un GIE aussi. On a construit des grandes choses avec des GIE. Et on l'a beaucoup oublié. Et donc, il y a un modèle où le consensus, on le trouve autour de deux notions, le communautaire ou le collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Communautaire, c'est l'unanimité. Alors là, c'est bien, j'arrive à avoir l'unanimité, on avance, et là, on a des très gros moyens. Et puis, si je vois qu'on n'arrive pas à avoir la majorité du communautaire, eh ben, le GIE a le droit de faire du collectif, en disant à ceux qui ne veulent pas faire, est-ce que vous acceptez que ceux qui veulent faire font, mais s'ils font et qu'on investit ensemble dans le GIE, si ça marche, vous aurez le droit de faire et de récupérer les éléments, ce que la mayonnaise monte. Et en jouant là-dessus, on peut laisser dérouler la contestation d'un nouveau projet avec 2 ou 3 banques, par exemple, sur 6 ou 7 majoritaires qui disent « je fais ». Et si ça prend pas, les 3 qui voulaient y aller perdent l'argent du début. Voilà. Alors, c'est mieux si on arrive à tout faire communautaire. Mais on est quand même des Gaulois, hein, je vous rappelle. Et à unifier les tribus gauloises, c'est pas si simple facile. Que ça. On va parler de votre management vis-à-vis de vos employés. Ça se traduit comment, finalement, en termes des performances, des objectifs et peut-être aussi des processus d'amélioration sur le long terme. Vous avez des objectifs précis avec des mesures de performance? Comment vous travaillez avec vos équipes? Totalement déstructuré, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je suis quand même structuré sur la démarche. Mais ce que je veux dire, c'est que non. Non, parce qu'il n'y a rien de pire que de donner des objectifs précis à des experts. Donc, quand je suis arrivé dans ce monde qui était normé depuis 40 ans, sur des normes que je devais faire complètement évoluer. Le coût d'un process Internet ou d'un paiement Internet, ça n'a rien à voir avec le coût de la monétique. Et donc, je suis arrivé en disant non. Alors, j'ai pris des engagements one-to-one, j'ai 200 personnes, là, et puis mes directeurs de filiales et tout. Donc, j'ai fait une courbe de performance et de transformation. Le mot transformation, je suis là pour un modèle de transformation. Ouais. On m'a demandé de réarmer carte bancaire en 2016. Maintenant, on me dit qu'il faut faire le deuxième réarmement. Et maintenant qu'il y a la souveraineté qui arrive, on dit qu'il faudrait qu'on fasse le réarmement de l'Europe sur la filière vitale des paiements. Donc, ce n'est pas des choses qui se font en un jour. Et il faut recueillir l'adhésion sans troubler trop de gens. Mais par contre, pas donner un objectif trop précis dans un chemin qui va devoir se déformer régulièrement. Ce qui m'importe, c'est d'arriver à la cible sans lâcher l'affaire. J'avais un Jack Russell, c'est un grand chien dans un petit chien, il lâche rien, le Jack Russell. Donc je ne me compare pas à un Jack Russell, mais quelque part, il ne faut rien lâcher. C'est comme le chien de chasse qui dit. Et il faut pouvoir changer les chemins, y compris avec les individus. Donc en gros, il faut répartir les missions par individu. Je refuse de faire des notes circonstancières à mon comité de direction, parce que si je faisais trop vite des cases très précises à mes adjoints étant très experts de la carte, m'auraient amené des contres de toute l'argumentation. Derrière, il est évident que j'ai appuyé sur les soft skills, donc j'ai fait plein de programmes. Tous les 2 ans, je lance un programme de change management avec des résistances monstrueuses. Sur le comité de direction, pas d'objectif pour ne pas se faire argumenter telle ligne de mon objectif, je ne l'ai pas fait, mais par contre des objectifs clairs sur on doit atteindre 1 milliard de sans contact, puis 2 milliards, puis 3 milliards de transactions sans contact. On doit, je suis parti de 66 millions de cartes, aujourd'hui on est à 77 millions de cartes. On doit accepter les nouveaux membres, on doit recruter X nouveaux membres, des macro-indicateurs liés à mes paliers de transformation. Et derrière, du change management sur soft skills. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand vous êtes face à des experts, il faut décloisonner le débat et leur dire que s'ils veulent apprendre à être business vendeurs, s'ils veulent apprendre à avoir des consensus dans le nouveau monde, dans l'évolution de technologies qu'ils ont maîtrisées pendant 40 ans mais qui changent, il faut qu'ils s'ouvrent. Et s'ouvrir, c'est de la confiance. C'est la confiance entre eux. Parce que le problème d'un expert, c'est que tant qu'il est dans son carré de certitude et d'expertise, il est intouchable. Dès que vous le déstabilisez, il est perdu. Comment vous travaillez avec eux, justement, les points qui ne sont pas satisfaisants? Rapidement, parce que là, on déborde énormément. Je dirais que c'est à eux de les travailler par les soft skills. C'est-à-dire que c'est à eux à 2 choses. C'est à eux de les travailler sur les soft skills en se remettant en question et en utilisant toutes leurs compétences, non pas seulement sur la ligne d'expertise, mais sur leur transformation personnelle. Et deuxième challenge, le plus important pour moi, c'est la transversalité, le partage et donner une dynamique d'équipe et de donner un projet.
Et aujourd'hui, ce que je pense être arrivé un petit peu à faire, c'est que face à des gens qui étaient chacun dans leur cloison et dans leur couloir, comme on dit, ils commencent à vraiment travailler en commun, à accepter l'extérieur, à donner à l'extérieur et à être fiers de donner. Le bleu, blanc, rouge, c'est aussi la fierté d'une entreprise. Ils retrouvent la génie. Et je dirais qu'après, la dynamique se fait toute seule. C'est à eux de le faire. Cette dynamique, elle est liée aussi à l'environnement de travail, le fait qu'ils se sentent bien au sein de Carte Bancaire. Il y a un adage qui dit qu'avoir des clients satisfaits et fidèles à la marque commerciale, ça passe aussi par des collaborateurs satisfaits et fidèles à la marque employeur. Qu'est-ce que vous développez justement pour que ces collaborateurs se sentent bien? Là, j'ai fait le maximum et je remercie mes membres parce que j'ai eu les moyens. On est un grand chien dans un petit chien. Et ben, on est en face du Palais Royal, à côté de notre régulateur de la Banque de France. Il y avait des propositions de déménager en banlieue et tout. Vous êtes resté là-bas? On est resté là, parce que j'ai dit ça a été créé au Louvre, Carte Bancaire, au ministère des Finances. Donc on reste là. On accepte 3 ans de travaux, mais on va les vivre ensemble, mais on sera au centre de Paris. Et au quotidien pour eux? J'ai fait tomber les murs. Attendez. Ils étaient tous cloisonnés dans des bureaux individuels. Les murs sont tombés, mais surtout pas d'open space. J'ai fait des groupes projets avec un aménagement totalement RSE. J'ai fait rentrer les concepts RSE qui sont vraiment dynamisés par les jeunes recrues que je prends. Et j'ai ouvert aussi une fierté autour de partenariats. Je cherchais un sport emblématique pour nous aider à diffuser le message du nouveau CB, bleu, blanc, rouge. Et j'ai trouvé le cyclisme. Cyclisme, pourquoi? Parce que cyclisme, on ne paye pas au bord de la route. C'est RSE, c'est inclusif territorialement, partout, le Tour de France. Et donc aujourd'hui, je suis sponsor avec Française des Jeux Suez de l'équipe féminine de cyclisme Française des Jeux Suez. Partenariat que j'ai amplifié avec la Fédération française de cyclisme. On a obtenu des médailles aux Jeux Olympiques et donc on a un vrai. Et pourquoi je parle de ça, c'est que c'est de donner de la fierté aux employés. Donc ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Et faire des opérations en lien avec cette compétition. Et bien sûr. Vous êtes attentif quand vous recrutez des personnes justement à certaines valeurs. Qu'est-ce qui attire votre attention par rapport à cette relation collaborateur, cette relation client? Quels sont les points, les 3-4 points que vous Empathie, ouverture, écoute, simplicité. Quelqu'un qui est très complexe, qui n'est pas clair dans sa tête, et qui n'est pas empathique, pas agréable. Après, l'expertise, elle peut venir si on est à l'écoute, si on essaie de comprendre, si on bien sûr travailleur. Après, c'est compliqué les recrutements aujourd'hui. Mais moi, j'ai de la chance aussi, puisque cette dynamique de place, je viens de faire le deuxième sommet CB au Louvre. On a rempli le Louvre, 70 stands, 2000 personnes, des VIP qui sont venus, Luc Ferry et tout. Voilà. Et bien sûr que le personnel a participé activement à l'organisation. À Paris, on n'est que 100. Et bien à 100, on organise un événement de dimension nationale et européenne en remplissant le Louvre. Et les gens sont fiers de ça. Et on y arrive. Vous avez des prestataires au contact de vos clients. C'est qui vos prestataires? Non, parce que la filière intégrée, mes prestataires, c'est les banques. C'est les banques ou c'est les Worldline ou les commerçants. C'est les grands commerçants aussi qui font du paiement. Donc, c'est mes membres ou les membres de l'écosystème que j'évoquais précédemment. Ils sont donc... le consommateur final n'est pas mon client. Pas client, oui, bien sûr. Il y a des intermédiaires. Mais j'anime quand même régulièrement, parce que c'est dans mes statuts, un comité des associations de consommateurs. Parce que c'est important d'avoir les capteurs jusqu'au client final. Comment vous vérifiez qu'ils soient vraiment alignés sur votre philosophie de la relation client? Parce que quelque part, ils sont aussi vos ambassadeurs. Vous travaillez ensemble, vous échangez directement avec les directions générales. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un plan de la Fédération bancaire française qui est voté. Et deuxièmement, en France, on a la chance, j'ai la chance. Alors, j'ai eu la chance du Covid parce que le sans contact, etc. La chance du Covid, c'est de dire ça a poussé, ça a redynamisé. Voilà. Et là, j'ai la chance que la France, j'ai parlé de planification à l'époque Bérégovoy, là, on a le Conseil national des moyens de paiement qui a fait une feuille de route jusqu'à 2030. Et le Conseil national des moyens de paiement, sous l'égide de la Banque de France, fait participer le Trésor, les commerçants, les banques, les schemes comme ça. Il y a tout le monde. Et il y a les consommateurs. Et il est écrit dans cette feuille de route des paiements 2030 français, qui est quand même rassurante, qu'il faut défendre la souveraineté, la sécurité et l'innovation, parce qu'on est innovant aussi, sur le territoire français grâce à CB-STET, et le STET étant l'usine que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, on est quand même aidé par cette feuille de route qui permet que quand je vais voir les 6 directeurs des 6 banques principales françaises, mais
Et quand je rassemble mon comité de direction, qui n'est pas limité aux 6 banques que j'évoque, puisqu'il y a les titres restaurants dématérialisés, il y a plein d'acteurs, eh ben, j'ai au moins un appui qui est de dire, attendez, on est tous d'accord qu'on doit atteindre cette cible en 2030. Donc, de nouveau, le chemin de transformation. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à piloter le mot important, la feuille de route pour qu'on atteigne tous ensemble l'objectif de 2030. C'est à la fois passionnant et très compliqué. L'ambition, c'est donc la dématérialisation totale? Non, pas du tout. Non, surtout pas. J'ai passé 20 ans de ma vie à faire le multicanal. Je passerai les 10 dernières années de ma vie professionnelle à faire le multi-paiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les sociétés qui étaient parties, les pays de l'Europe du Nord, Norvège, Suède et tout, la Suède qui était partie à fond dans le tout digital, est en train de revenir, mais à marche très accélérée. La Suède dit à ses Suédois, maintenant, stockez de l'argent, refaites-vous faire des cartes, parce que si demain on est attaqué, tous les paiements mobiles, tous les paiements digitaux tombent. Si vous avez votre carte dans votre poche, vous pouvez continuer à payer. Et deuxièmement, vous pouvez retirer de l'argent. Si vous n'avez pas votre carte, ça ne marchera pas. Donc les pays totalement dématérialisés ne fonctionneront pas. Gros problème. Donc aujourd'hui, on défend en France le multi-paiement. Je vous ai dit, aujourd'hui, la France, c'est 43% de cash au quotidien, 48% de paiement carte, 4% de paiement mobile. Les 5 derniers pourcents, c'est des virements et du chèque en nombre. Je ne parle pas du corporate ou des flux de Saint-Gobain, je parle de nos paiements au quotidien à vous et à moi. Et donc, il faut bien se rendre compte que c'est un équilibre. Et cet équilibre, il est juste aujourd'hui entre espèces et cartes. Et le chèque n'est toujours pas mort, ça fait 30 ans qu'on dit chèque. Donc, les gens qui disent tout sera dématérialisé, peut-être en 2050, 2060, mais pas avant. Jusqu'à 2030, la carte va dominer, jusqu'à 2030, 2035. Est-ce qu'on ne va pas quand même vers une certaine sorte de disparition de certains métiers? On voit que la BNP Paribas annonce la fermeture d'ici 5 ans, 2030 donc, de 500 agences, un tiers. Un tiers. Les banques françaises ont 10% d'écart sur leur coefficient d'exploitation par rapport aux autres banques européennes. Elles ont un maillage territorial très fort parce qu'on a un modèle en France de banque mutualiste très intégrateur territorialement. Donc la France, elle arrive dans cette zone où certains, les pays du Nord, de nouveau, quand on pense à ING, aux acteurs hollandais ou autres, ils ont quasiment supprimé leur réseau. Ils sont allés beaucoup trop loin de mon point de vue. Donc là, on arrive dans la deuxième phase de la première partie de notre entretien. Il y a eu le modèle de distribution que j'ai modestement aidé à déployer, à construire de 1998, on va dire, à 2015. Il y a eu la phase d'étal, comme on dit dans la marée, là. Et puis aujourd'hui, on voit bien que le nouveau modèle, c'est que le modèle distance ou que les banques en ligne arrivent quand même en masse, que des nouveaux outils. Avant, on aurait pu parler de l'époque dont je vous parlais, on avait des outils CRM, des outils de centre relation client. Bon, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va arriver. Que les vendeurs, aujourd'hui, j'étais ce matin avec des acteurs de TikTok Shop et vous voyez que, voilà, non seulement, il y aura même plus d'influenceurs dans 2 ou 3 ans parce que les influenceurs seront des agents générés par l'intelligence artificielle qui vous vendront des produits one-to-one qui seront fabriqués en Chine. Donc, le modèle de distribution des commerçants va pas imploser, mais va vraiment être fractal sur plusieurs pans technologiques, pans de la distribution et pans humains aussi. Donc les banques abordent clairement ce débat. Le paiement est redevenu au centre, puisque le paiement, c'est les flux, c'est-à-dire que pour les banques, c'est très important de garder les flux. Quand vous faites votre paiement, ce qui agit, ce n'est pas votre crédit consommation ou votre crédit immobilier. Crédit immobilier, vous en faites 2 ou 3 dans la vie. Les paiements, vous en faites tous les jours. Et donc, c'est ça votre argent, il fonctionne avec les paiements. Et donc, aujourd'hui, c'est très important de voir pour les banques une nouvelle révolution qui arrive. Comment réorganiser? Quel est le maillage que je dois faire de mon agence au sens économique, au sens industriel avec les nouveaux outils informatiques et commerciaux? Et quand je parle de commerciaux, est-ce que je prends combien il me faut de commerciaux de conseils à plutôt haut de gamme ou spécialisés sur l'assurance. Et donc, on voit bien que les développements de conseils de banque privée se développent et que plutôt les segments de banque au quotidien deviennent des banques directes ou des banques... Voilà. Derrière, il y a la concurrence internationale, puisque des N26, des Revolut arrivent avec des millions de clients. Et au milieu de ça, il y a le paiement, parce que quand ils arrivent, les barbares, entre guillemets, ou les nouveaux acteurs, comme dans les télécoms, mais là, quand ils arrivent dans la banque, ils arrivent pas avec quoi? Un compte, une carte? Le problème, c'est que si cette carte, elle n'a pas CB quand elle arrive en France, on n'est plus souverain, vos données partent, elles sont utilisées. Voilà, donc un vrai beau débat.
où là, je défends le consensus et l'aspect communautaire de notre histoire interbancaire. Philippe Lolani, avant de se quitter, quelle est personnellement votre meilleure expérience en tant que client? Alors, je vais essayer de vous faire rire parce qu'il faut quand même... Ah oui? Bon, ma meilleure expérience client, c'est une très mauvaise expérience client. Donc un jour, j'achète une nouvelle voiture d'une grande marque française équipée d'un... Alors moi, je suis un agronome de formation, donc je fais toujours attention à tout. Donc je dis, est-ce qu'il y a un pneu dans la voiture neuve? Je veux une roue de secours. Non, monsieur Lolani, il n'y a pas besoin de roue de secours, puisqu'on vous a livré une voiture. Vous êtes un des premiers en France et vous avez des pneus anti-crevaison. Donc vous ne creverez pas, vous n'avez pas besoin de roue de secours. Je reste dubitatif. Je pars avec ma voiture, au bout d'1 ou 2 mois, je me retrouve dans mon Périgord, où je suis du Périgord, un jour de Pâques, et bien sûr, pneus crevés. Mon DG de l'époque, de la BNP, m'appelle et dit « il faut que tu sois à Paris demain matin, le jour de Pâques ». Belle expérience. Je prends mon truc de vente, là, monsieur Lolani, 24-24, vous avez une innovation mondiale, J'appelle la voiture, la marque me dit « Ouh là là, on n'a pas encore le banc de réparation. » Déjà, le SAV, il dit « On ne peut pas parce qu'on n'a pas le banc de réparation livré par le fabricant de pneus. Mais appelez quand même le fabricant de pneus parce qu'il a peut-être lui. » J'appelle le fabricant de pneus, il dit « Oh non, je ne sais pas parce qu'en fait, les gars, ils n'ont pas été formés. » La technique, la formation. Et ils me disent, mais vous pouvez peut-être trouver, on va vous donner, il y a un gars de notre réseau de vendeurs de pneus, il peut peut-être vous aider, il est à 200 km. Le gars, j'arrive pas à le joindre, mais j'avais mon beau-frère à l'époque qui vendait des pneus. Donc c'est mon beau-frère, par la relation, qui a trouvé un gars qui avait un pneu increvable gonflé et qui a fait 200 km pour m'apporter le pneu crevé. Et je lui dis, je lui rends le pneu qui était crevé. Il dit, non, je peux pas parce que moi, je sais pas le réparer. Donc, je suis reparti. Enfin, je vous explique pas. Donc, mon expérience, c'est de dire attention aux innovateurs qui ne testent pas, attention aux sous-traitants, le fabricant de pneus versus je lance une nouvelle bagnole avec des pneus increvables derrière personne. Attention à la formation des gens qui doivent assurer le SAV de votre innovation. Mais par contre, la bonne relation client, elle reste toujours vraie. C'est pour ça que je disais, je travaille ça avec mes membres tous les jours. C'est que quand il y a vraiment des trucs graves à faire, on les voit aujourd'hui, nos présidents internationaux, tant qu'ils ne se voient pas, s'ils se voient, ils arrivent à se taper dessus ou à se taper sur le ventre ou dans les mains, mais il faut se voir. Il y a un moment, et là, c'est la relation humaine qui m'a dépanné. Voilà, donc c'est ma meilleure. Je le cite tout le temps parce que... Le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur l'expérience client chez Carte Bancaire? C'est la confiance. Chez Carte Bancaire, c'est clairement... Vous vous rappelez d'un client, justement, d'une banque, ou je ne sais pas. C'est le premier banquier mondial de la zone occidentale, JP Morgan Chase et son état-major qui me disent « Philippe, on vient chez Carte Bancaire. Quand vous avez le premier banquier américain qui pèse le résultat de toutes confiance. C'est quand même... Et deuxième chose, le plus beau compliment, c'est « Mais pourquoi vous venez chez moi ?» Parce que mes grands clients, c'est les GAFAM. Que je suis américain et que les GAFAM, ils ont dit que tu étais, je caricature, que tu étais 10 fois moins cher et 3 fois moins fraudé, que tu avais 80% du marché français. Donc, pourquoi ça, c'est un beau compliment. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. De rien et merci de m'avoir accueilli. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Amicio a été heureux de vous présenter Les yeux dans les yeux. Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission.